Et c'est un rendez-vous que vous avez hâte de retrouver tous les matins sur Radio J, le feuilleton, l'histoire des Juifs de France, en compagnie de Christophe Dard qui nous écrit ces belles chroniques. Et aujourd'hui, nous vous proposons la suite de notre portrait consacré à la philosophe Simone Veil, avec un W, donc rien à voir, nous le reprécisons, avec la rescapée de la Shoah, l'ancienne ministre et présidente du Parlement européen. Non, c'est une autre Simone Veil. Et nous avons vu au précédent épisode, justement, que celle-ci avait grandi dans une famille juive et qu'après de brillantes études, elle est devenue professeure de philosophie, mais que son activité d'enseignante a été entrecoupée quand même de plusieurs expériences qui montrent son engagement à la fois social et en faveur de la paix. Elle a été ouvrière en usine, elle a participé à la guerre d'Espagne avec cette même volonté de s'investir totalement, donc même jusqu'à l'épuisement. Nous avons vu également, Christophe, que Simone Veil a été et reste une figure controversée en raison de son rapport conflictuel au judaïsme, comme le prouvent ses nombreux écrits anti-judaïques de sa part, à la limite même de l'antisémitisme. Et oui, Lana, voilà un personnage plus que controversé. Albert Camus, qui qualifiait Simone Veil de seul grand esprit de notre temps et dira de l'ouvrage L'Enracinement qu'il s'agit de l'un des livres les plus lucides, les plus élevés, les plus beaux qu'on a écrits depuis longtemps sur notre civilisation. Toujours est-il effectivement que de nombreux passages de textes de Simone Veil sur le judaïsme auraient été loin de faire l'unanimité. Caractéristique de ce concept dont on a déjà parlé de haine de soi juive, qui consiste à rejeter sa judéité pour pouvoir s'intégrer dans des sociétés non juives, et qui est alors très important à ce phénomène dans les années 30, lié bien sûr à la montée du nazisme notamment. Eh bien, ces écrits vont susciter logiquement de vives critiques, notamment parmi les plus virulentes, chez un autre philosophe, juif également, Emmanuel Lévinas. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Lévinas, né en 1906 dans une famille juive à Kaunas en Lituanie, est bouleversé car il a perdu toute sa famille restée dans le pays pendant la Shoah. Les écrits anti-judaïques de Simone Veil, qui accablent les Hébreux de toutes les horreurs dans l'Ancien Testament et qui nie l'existence d'un peuple juif, entraînent la colère de Lévinas. Lévinas qui apprécie la pureté, la grandeur d'âme de Simone Veil, mais effectivement il n'apprécie pas ce qu'elle dit de l'Ancien Testament. Dans un texte intitulé Simone Veil contre la Bible, publié en 1952, le philosophe dénonce avec virulence la passion anti-biblique de Simone Veil. Pour lui, elle n'a rien compris au judaïsme, à la Bible et à la Torah. Et d'ailleurs, il attribue finalement son ignorance à l'absence de maître en judaïsme qui lui aurait expliqué l'essence véritable de la religion. Alors c'est une interprétation assez logique car il faut rappeler que Simone Veil est issue d'une famille juive agnostique. Oui, certains ont même parlé d'antisémitisme chez Simone Veil, car cela, c'est vrai, elle n'a jamais évoqué la Shoah dans ses écrits et mesuré le danger du nazisme. Alors bien sûr, plus de 80 ans après tout cela, c'est peut-être facile a posteriori de critiquer, mais c'est vrai que dans les années 30, beaucoup de gens ne pouvaient pas voir aussi la réalité de la situation. Ce débat d'ailleurs qui se poursuit encore aujourd'hui, qui fait l'ouvrage qui fait l'objet de nombreux ouvrages et débats, et notamment l'un d'entre eux, l'un de ses livres paru aux éditions Gallimard en octobre dernier, Simone Veil, une juive antisémite, signé Robert Chenavier, c'est un des spécialistes de l'œuvre de la philosophe. Il revient dans le détail justement sur les rapports entre Simone Veil et le judaïsme, sur ses écrits qui ont fait polémique. Alors revenons à la vie de Simone Veil. Alors que la guerre est déclarée depuis août 1939, elle comprend que la lutte pacifique ne sert plus à rien et qu'il faut combattre l'Allemagne. Elle propose au printemps 1940 aux autorités militaires à la formation d'un corps mobile d'infirmières de première ligne destiné à sauver des soldats engagés dans le conflit. Et elle a proposé son projet au ministère de la Guerre qui regarde cela de près, mais on est en mai 1940 et on est en pleine débâcle de l'armée. Le projet, donc vous l'aurez compris, mis dans un tiroir, mais Simone Veil n'est pas du genre à se décourager. Elle compte bien reproposer son projet lorsque l'occasion se représentera. En attendant, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus être professeure. Vous savez, c'est l'époque évidemment de l'instauration des lois anti-juives. Elle refuse de se faire recenser car elle dit ne pas être juive, bien qu'elle ne se désolidarise pas des autres juifs, mais c'est bien précisément justement parce qu'elle est juive qu'elle n'a plus d'engagement et qu'elle ne peut plus travailler. Alors Simone Veil demande à travailler alors comme ouvrière agricole, justement, malgré sa santé de plus en plus fragile et de violentes migraines à répétition. Elle est engagée pour faire les vendanges chez un viticulteur du Gard, 8 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 4 semaines. Et comme elle l'avait fait quelques années plus tôt en usine, Simone Veil mène une vie volontairement privée de tout confort. Elle jeûne et renonce à la moitié de ses tickets d'alimentation au profit des résistants. Et une fois cette expérience passée, elle s'installe avec ses parents à Marseille. On est là mi-octobre 1940. Elle fait de la résistance active. Elle distribue les cahiers du témoignage chrétien. Il faut rappeler qu'elle s'était convertie au catholicisme. Et durant cette période, elle va lire, écrire beaucoup de textes mystiques, traductions du grec ancien. Elle entre aussi en contact avec les cahiers
Cahiers du Sud. C'est la revue littéraire la plus importante de la France libre et elle y collabore sous le pseudonyme d'Émile Novice, anagramme de son nom, Simone Veil. La publication, le 3 octobre 1941, du statut des Juifs la pousse à écrire une lettre de remerciement ironique à Xavier Vallat, le commissaire général aux questions juives du gouvernement de Vichy. Dans ce courrier, elle s'oppose au statut des Juifs qu'elle juge absurde et injuste et explique ce qu'elle a fait au cours des derniers mois. Et la lettre donne la couleur effectivement dès le début. Bien que je n'ai pas encore bien compris ce que l'on entend aujourd'hui légalement par juif, en voyant que le ministère de l'Instruction publique laissait sans réponse, bien que je sois agrégé de philosophie, une demande de poste déposée par moi en juillet 1940 à l'expiration d'un congé de maladie, j'ai dû supposer comme cause de silence les présomptions d'origine israélite attachées à mon nom. Il est vrai qu'on s'est abstenu également de me verser l'indemnité prévue en pareil cas par le statut des Juifs, ce qui me procure la vive satisfaction de n'être pour rien dans les difficultés financières du pays. Je trouve que c'est un joli pied de nez. Et elle termine sa lettre par ces mots: vous et les autres dirigeants actuels du pays, vous m'avez donné ce que vous ne possédez pas, vous m'avez fait aussi le don infiniment précieux de la pauvreté que vous ne possédez pas non plus. Elle embarque avec ses parents pour New York le 14 mai 1942. Une fois arrivée sur le sol américain, Christophe, elle propose à nouveau son projet de corps mobile d'infirmière de première ligne au président Roosevelt. Cette fois, la Maison-Blanche étudie sérieusement quand même son projet, mais ne donne finalement pas suite. Et à ce moment, elle songe déjà à rejoindre la résistance à Londres aux côtés du général de Gaulle, cet homme bien sûr qui la fascine, dont elle dit « il est le symbole de tout ce qui dans l'homme refuse la basse adoration de la force ». Mais pour avoir un visa en Angleterre, il faut un diplôme au moins de secouriste. Alors elle apporte des soins aux blessés à New York et puis finalement elle obtient cette autorisation de partir en Angleterre. Elle arrive fin novembre 1942 à Londres aux côtés d'une jeune femme juive convertie au catholicisme qu'elle a rencontrée au consulat français. Elle s'appelle Simone Detz. Alors il y a beaucoup de Simone. Oui. Simone Veil, alors à ne pas confondre, il faut le rappeler encore une fois avec celle qu'on connaît, l'ancienne ministre notamment. Cette Simone Veil travaille comme rédactrice dans les services des forces françaises libres où elle est chargée de rendre un rapport sur la situation morale de la France. Elle rédige plusieurs études sur la nécessaire réorganisation justement du pays une fois la guerre terminée. Ouais, elle multiplie les rapports, elle écrit beaucoup, mais bon, tout ça c'est pas très intéressant pour elle. Ce qu'elle veut, c'est de l'action, comme dit Maurice Schumann, porte-parole de la France libre et proche de Simone Veil. Elle n'a jamais accepté le moindre écart entre la pensée et l'action. Ce qu'elle veut, ni plus ni moins, c'est être parachutée en France. Il paraît que De Gaulle, quand il apprend ça, il dit mais cette femme est folle, donc on peut comprendre effectivement parce qu'elle risque d'être rapidement capturée par la police de Vichy, identifiée comme juive, déportée, et puis sa condition physique de petite femme frêle ne le permet pas. Et malheureusement, c'est d'ailleurs justement cet état de santé qui va l'en empêcher. Elle est déclarée tuberculose, elle refuse de se soigner et elle meurt dans un sanatorium à Ashford, dans le Kent. On est là le 29 août 1943. Elle n'a que 34 ans, elle meurt d'une crise cardiaque. Elle est enterrée dans un cimetière catholique. Bien, merci beaucoup Christophe pour ce portrait en 2 parties consacré donc à Simone Veil et à très vite pour un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France. Radio J, le 6-9.